18h08 sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le club BFM et l'information à la une, c'est le Premier ministre Sébastien Lecornu qui dévoile les premières pistes de son futur budget avec une annonce choc qui tranche déjà avec François Bayrou. Il annonce retirer la suppression des 2 jours fériés car il dit qu'il veut épargner les Français. On va revenir, on va se demander si c'est une grosse concession ou si c'était une concession attendue avec nos éditorialistes qui sont avec nous ce soir. Bonjour Blanche Leridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. À côté de vous, Jean Garrigue, historien. Je rappelle votre livre « Les avocats de la République » aux éditions Odile Jacob. Avec nous également Christophe Bourseiller, spécialiste des colères françaises et qui écrit un livre sur les Le Pen, une famille française. Et Frédéric Tadei, directeur de Marianne, avec une assez choc. Lecornu, opération dernière chance. Vous allez nous dire si ces premières annonces, si vous allez accorder la confiance à Sébastien Lecornu. Et Léopold Audebert du service politique. Vous venez de lire cette interview qui vient de tomber à la presse quotidienne régionale et il y a des annonces fortes. Oui, c'est dense, effectivement, c'est la première fois que Sébastien Lecornu entre dans ce niveau de détail, en tout cas de ce qu'il veut faire sur certains points. Tout n'est pas encore très clair parce qu'il garde les cartes en main. C'est la stratégie Lecornu, c'est d'en dire un petit peu, mais pas trop. D'abord concerter et ensuite annoncer. Mais la mesure à retenir de cette interview, effectivement, c'est la suppression de ces fameux 2 jours fériés qui avaient fait polémique et qui en partie avaient causé la chute de François Bayrou lors de ce vote de confiance de la semaine dernière. Il envoie très clairement un gage à la gauche, notamment, qui lui a reproché à François Bayrou cette méthode en disant que le travail devait payer. Il en a conscience dans cette interview. En tout cas, il répète qu'il se dit prêt notamment à revenir sur peut-être l'idée de taxer plus les ultra-riches sans forcément adopter cette fameuse taxe qui a beaucoup fait couler d'encre également. Un autre point que l'on retient de cette interview, c'est qu'il n'y aura pas de réouverture du conclave sur les retraites qui avait également été quelque chose qui n'avait pas forcément très bien marché dans la méthode Bayrou. Bref, essayer de prendre, ce qui avait de positif, selon lui, dans le plan de François Bayrou, mais on voit bien que, trait pour trait, il amende déjà certaines mesures. Alors, Léopold, on revient donc sur cette annonce de cette suppression des 2 jours fériés qui, effectivement, avait cristallisé la colère. Est-ce que c'est une grosse concession, Jean Garrigue, ou est-ce qu'on s'y attendait, finalement ? Oui, incontestablement, c'est une concession inévitable. C'était vraiment la pomme de discorde. C'était là-dessus que, non seulement d'ailleurs la gauche, mais le Rassemblement national aussi avait beaucoup polémiqué autour de ça. Donc il fallait enlever cette épine du pied au gouvernement de Sébastien Lecornu. Pour le reste, il est assez normal que... Alors il y a aussi une autre mesure quand même assez symbolique et qui aussi dont on a beaucoup parlé, sont les avantages des premiers ministres. Alors on va y revenir, mais restons simplement 2 minutes sur les jours fériés qui concernent tous les Français qui nous regardent. Blanche Leridon, il dit cette phrase « Je veux épargner les Français qui travaillent ». C'est ça aussi. Oui, alors c'est vrai que, comme l'a dit Jean Garrigue, dans le contexte actuel, ça aurait relevé de l'obstination totalement irresponsable que de persévérer sur le maintien de cette mesure, surtout 2 jours après les mobilisations boulot compto du 10 septembre et quelques jours avant celle du 18 septembre. On sait que c'est une mesure qui avait absolument l'unanimité contre elle, donc il était parfaitement attendu et c'est un renoncement, j'ai envie de dire, un petit peu facile que celui qu'a fait le nouveau Premier ministre. Donc voilà, et puis ça l'engage pas trop, c'est-à-dire que là, les différentes oppositions ou même les membres qui feront peut-être partie demain de son gouvernement ne pourront pas l'accuser d'avoir pris un certain nombre de mesures sans avoir formé un gouvernement. Dans la mesure où, encore une fois, pour moi, tout ça relève de l'évidence. Christophe Bourseiller, vous aviez un peu analysé les slogans qu'on avait entendus le 10 septembre lors des manifestations. Ça revenait, cette suppression des jours fériés ? Oui, il y avait une espèce d'obsession là-dessus. C'était le point de cristallisation du mouvement. Et c'est ce slogan des jours fériés qui a provoqué l'émergence du mouvement pendant l'été et qui était donc vraiment le point nodal. Donc effectivement, il a déminé et il peut espérer calmer le jeu social en cette rentrée.
rentrée. Mais il faut bien dire, on en reviendra là-dessus tout à l'heure, que les enseignements de ce 10 septembre sont quand même très nuancés. Et on ne peut pas dire que c'était un grand mouvement de colère sociale qui a traversé le pays. On était très très loin des Gilets jaunes. Alors, on ne peut pas dire ça, mais effectivement, il n'y a pas eu une marée humaine dans la rue. Néanmoins, cette colère sociale, on la sent quand même, Christophe Ça se Bourseiller. discute, oui. Alors, effectivement, il y a une colère sociale, il y a une souffrance sociale, c'est évident. D'ailleurs, il y a un calendrier, puisqu'il y a eu le 10, qu'il y a maintenant des blocages sporadiques qui ont lieu. Qui ont lieu à Paris, aujourd'hui, il y a toute ce la soir journée. des blocages qui sont organisés par les autonomes. Et puis, il y aura le 18 qui sera le moment suivant. Néanmoins, très rapidement, quand on fait l'analyse de cette mobilisation du 10, on s'aperçoit qu'il y a eu 200 000 personnes qui ont donc en gros 200 000 qui sont descendues dans les rues, qui se sont agitées. Ces 200 000 personnes, donc c'est le peuple, mais c'est le peuple de gauche. C'est-à-dire c'est en réalité une démonstration de force de la gauche, et qui a montré qu'elle existait, et qui a montré, ça tombe très bien, avant la fête de l'UMA, avant le 18, qu'elle représentait une force et qu'il fallait compter avec elle. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que Sébastien Lecornu l'a peut-être entendu d'une certaine façon. Alors la gauche qui doit peut-être se réjouir de voir Sébastien Lecornu dire la taxe Zuckman, je suis pour plus de justice fiscale, j'y suis prêt, Frédéric Tadei. C'est quand même ça aussi, forme de rupture, non, de concession. Écoutez, mettez-vous, imaginez que demain, vous êtes nommé Premier ministre d'Emmanuel Macron. J'imagine très bien, effectivement. Ça fait déjà 7 ans que vous êtes au gouvernement, donc vous êtes une macroniste pur jus, vous n'avez pas de majorité. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez faire la même politique que tous les autres avant. Donc vous annoncez que oui, vous laissez tomber 2 jours fériés, histoire de vous mettre bien avec la gauche, mais il ne se passera rien. Il a quand même, il tend la main à la gauche. Oui, Michel Barnier avait plutôt essayé de se mettre le Rassemblement national dans sa poche. Il y a quand même un changement de stratégie, Jean Garry. C'est pas aussi simple que ça, quand même. Il a parlé de rupture. Souvenez-vous de la passation de pouvoir. Il a quand même donné une petite leçon de méthode à François Bayrou. Assez violemment, d'ailleurs. Et assez violemment. Donc, ça veut dire qu'il y a une rupture à faire. Ça veut dire que, notamment, on sait très bien que s'il y a négociation pour éviter une motion de censure ou pour éviter un vote de défiance, il faut le faire avec les socialistes. Donc, il est assez cohérent quand même, qu'il commence à remettre un tout petit peu chapitre cette taxe Zuckman. Ce qu'on pense, ce que les observateurs pensent, c'est que ça ne sera pas la taxe Zuckman telle que la demandent les socialistes, mais il y aura quelque chose sur les forcément la même assiette, mais quelque chose sur les ultra riches. C'est intéressant, Paola, que vous ayez mentionné à plusieurs reprises la comparaison avec Michel Barnier. Moi, j'ai fait un tout petit peu d'archéologie médiatique avant de venir, et vraiment, l'archéologie récente, les mots employés pour commenter les premiers jours de Michel Barnier sont quasiment les mêmes que ceux qu'on emploie depuis 72 heures pour parler du démarrage de Sébastien Lecornu. Déjà, élément intéressant, il était à Mâcon aujourd'hui pour faire une visite sur le thème de la santé. Comment est-ce que Michel Barnier avait commencé lui aussi au poste de Premier ministre? C'était à l'hôpital des enfants malades à Necker, en disant que lui aussi, il allait ériger la santé en problématique. Il avait aussi, on l'oublie un peu vite, parce que bien sûr, cette option-là avait très rapidement été écartée de son projet, mais il avait lui-même parlé de justice fiscale et de peut-être, il avait évoqué l'hypothèse de faire contribuer les plus riches, et puis tout le camp présidentiel et la droite étaient vent debout contre ça. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. On avait aussi parlé de l'humilité d'un Michel Barnier qui était grand négociateur, qui lui-même aussi avait fait le déplacement dans le bureau de Yaël Braun-Pivet. Et tout le monde s'était dit, c'est formidable, on montre une espèce d'immense respect à l'égard de l'institution parlementaire, puisque ce n'est pas elle qui vient le voir, mais lui qui se déplace. Vraiment, on est dans une chorégraphie quasiment répétée à l'identique. Donc pour l'instant, la rupture, j'ai énormément de mal à voir. Il y a une différence d'âge quand même. Oui, il y a une différence d'âge, c'est vrai. Et là, je regardais donc les éléments de langage dans l'interview qu'il a adressée à la PQR. Il parle quand même d'une immense loyauté à l'égard du président de la République. Donc à mon avis, la rupture, elle n'est pas pour tout de suite. Non, mais il y a quelque chose qu'on ne remarque pas parce qu'on est français, mais que m'a fait remarquer un journaliste suisse. Sébastien Lecornu, c'est un apparatchik à la française. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est devenu assistant parlementaire à 19 ans, il en a 39, ça fait 20 ans. Il n'a jamais eu de boulot. Assistant parlementaire, maire, d'abord conseiller ministériel, maire, président du département, secrétaire d'État, ministre, Premier ministre. 20 ans de carrière, comme Gabriel Attal, au fond. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé, en réalité. Je ne veux pas dire que... Non, c'est pas qu'ils ne travaillent pas quand ils sont ministres. Bien sûr, je sais que c'est très pénible. un métier je veux dire politique. Ils connaissent absolument rien de la vie à part la politique. Jordan Bardella, exactement sur le même type. Et c'est des trucs qui n'existent... C'est des trucs, pardonnez-moi, ce sont des gens qui n'existent qu'en France.
Oui. Alors, Léopold, on Mais la différence, c'est continue quand même à... qu'il est élu local quand même. Oui, Oui, il est maire, il est maire. Il est Les maire. sénateurs, qui est Et quand on même a- un symbole. Et Alors, on avait beau continue lui quand même parce reprocher- que je pense que les Français sont impatients de savoir quelles sont les autres annonces, Léopold. Et donc, parmi ces annonces, eh bien, il s'attaque à ce qu'on appelle les privilèges, ou en tout cas les commodités réservées aux membres du gouvernement. Notamment les anciens ministres et anciens membres du gouvernement, avec la fin des privilèges, hein, comme il le dit, la fin de des aides très, très concrètes pour essayer d'avancer. On sait que c'était quelque chose qui était symboliquement aussi dans l'air déjà. Et on comprend que dans la manière d'avancer, dévoiler cette piste, même si on attend des précisions, et c'est important de voir quoi précisément, parce que les mots, évidemment, c'est quelque chose, mais de quoi parle-t-on comme avantage? On le verra, c'est quelque chose qui envoie évidemment un symbole très fort. Je reviens sur un autre point également qui va faire beaucoup parler, sur l'usage du 49.3 pour, vous savez, cette idée de passer en force qui est critiquée par notamment la gauche. Olivier Faure avait demandé notamment à Sébastien Lecornu de s'engager à ne pas utiliser le 49.3 dans le cadre de l'adoption du nouveau budget. Je ne peux pas dire jamais, ce serait démagogique, dit aujourd'hui Sébastien Lecornu, mais je ferai tout pour ne pas y être obligé. Comprenez en tout cas qu'il n'y a pas d'engagement clair sur ce point. Je reviens sur un autre élément important, sur les éléments d'abord de négociation avec la gauche. Voilà ce que dit Sébastien Lecornu. Je veux une discussion parlementaire moderne et franche, de très bon niveau, avec le PS, les écologistes et le Parti communiste. Vous me voyez venir, il manque une des composantes de la gauche de ce nouveau Front populaire, c'est la France insoumise. Cette gauche donc républicaine, dont on connaît les valeurs, doit s'émanciper de la France insoumise, dit Sébastien Lecornu, qui s'exclut elle-même de la discussion et préfère le désordre. Alors, c'est intéressant parce que vous dites pas d'engagement clair. Effectivement, je ne peux pas dire que je n'utiliserai pas le 49.3, la justice fiscale. J'y suis prêt. Alors, on va demander à Olivier Besancenot, membre du parti anticapitaliste, qui est avec nous en duplex de la Fête de l'Humanité, si cette interview, si ces premières pistes dévoilées par Sébastien Lecornu l'ont convaincu. Bonjour Olivier Besancenot. J'entends l'ambiance de la Fête de l'Humain, mais je ne vous vois pas encore. Bonjour. Alors, je vous vois très bien. Donc, est-ce que vous êtes convaincu par ces premières annonces? Déjà, ça tranche, c'est la rupture. Il n'y aura pas de suppression de jours fériés pour l'ensemble des Français. Absolument, il m'a convaincu à 100%. À bientôt. Non, évidemment, je pense que le problème, c'est pas moi de toute façon, c'est que on était dans la crise politique et avec cette tentative de mise en place d'un gouvernement, on rentre encore dans la crise politique. Voilà, et ça dépasse le cas personnel de M. Lecornu, qui, paraît-il, est la pièce maîtresse du dispositif Macron. Ça donne à voir de ce qu'est le dispositif Macron de manière générale. Il y a des équations trop compliquées à réunir. Donc de toute façon, c'est soit la crise, soit la crise, soit la crise. Parce qu'un gouvernement qui cherche à jouer la montre, si tant est qu'il arrive à le mettre en place, ça sera la crise. Une dissolution, ce serait la crise. Une présidentielle anticipée, ça serait aussi la crise, puisqu'on resterait dans ce système présidentialiste qui est au cœur précisément de toute la faïence démocratique qu'on est en train de vivre en ce moment même. Donc je pense que c'est l'occasion à gauche de réfléchir aux grands défis démocratiques, c'est-à-dire comment on peut réinventer une démocratie qui fonctionne du bas vers le haut plutôt que l'inverse. Et on a une rentrée sociale et politique qui est là pour nous rappeler que dans ce pays, il y a une vie politique extra-parlementaire aussi, parce que dans ces manifestations, dans ces rassemblements, dans ce qui s'est passé le 10, dans ce qui se prépare pour le 18, il y a aussi la volonté d'aspirer à autre chose, c'est-à-dire pas simplement d'en finir avec Bayrou, mais d'en finir avec ce type de budget-là, et donc d'imposer aussi à terme une autre répartition des richesses qui soit favorable cette fois-ci à la majorité de la population, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit dans une situation finalement où on rançonne le travail pour gaver le capital. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi pour la gauche, Olivier Besancenot, de se mettre à la table des négociations, d'apprendre à discuter? Par exemple, Sébastien Lecornu vient de dire qu'il y avait quelque chose à faire sur plus de justice fiscale, la taxe Zuckman. Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, essayer de négocier? Vous avez des moyens de faire pression sur ce Premier ministre? Alors, moi, à titre personnel, non. Franchement, je vous avoue que j'ai pas le bras long et c'est vraiment pas un problème. Non, mais je veux dire la gauche, je souhaite bien du courage à tous ceux qui veulent le faire. Non, j'ai bien compris. Mais je veux dire, quand bien même qu'ils le fassent, ils n'y arriveront pas.
Je vous dis, il y a trop de contradictions politiques de toute façon et la réalité va se réinviter. C'est pour ça que je ne veux pas faire de démagogie. Il y a des batailles politiques qui se mènent au sein des institutions et du Parlement, c'est une chose. Mais à un moment donné, la vie réelle se réinvite. Et à un moment donné, il faut savoir quel type de politique on cherche à mener. Donc tous ceux qui le font, on va continuer à vivre avec ces épisodes qui commencent à blaser et à fatiguer tout le monde. Nous, on est là pour dire qu'on n'a plus le temps et qu'on entame un autre rapport de force avec cette vie politique extra-parlementaire, celle qui s'exprime aussi dans la rue, pour réclamer par exemple qu'on commence à imposer une règle toute simple qui n'est même pas anticapitaliste, c'est que le capital soit taxé à la hauteur du travail, ce qui n'est même pas le cas, puisqu'aujourd'hui les revenus financiers sont proportionnellement moins fiscalisés que le reste. L'infime minorité qui détient les richesses est moins fiscalisée que la majorité de la population. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être anticapitaliste pour le sentir, pour le savoir. Or, si vous me parliez de négociation, quitte à négocier, à discuter, ça serait bien que toute la gauche sociale et politique apprenne dans son propre camp à rediscuter, parce que traditionnellement, la répartition des richesses et la démocratie, c'est les terreaux favorables pour qu'on reparte à l'offensive. Donc il y a une opportunité aujourd'hui. J'espère que la gauche pourra la saisir, mais là aussi, je ne suis pas sûr d'avoir le bras long. Une question de Jean Garrigue, Olivier Besancenot pour vous. Oui, je voudrais lui demander, il fait le diagnostic d'une crise de régime, qui est un diagnostic qu'on peut faire, qui est valide, mais pour déboucher sur quoi? Une nouvelle République, une 6e République? Est-ce que ça reste un objectif? Il faut quand même passer par des institutions pour modifier un petit peu justement le débat social et le débat politique. Qu'est-ce qu'il en pense, Olivier Besancenot? Alors, ce qu'il en pense, c'est qu'il n'est pas le seul à le penser, c'est qu'il faudrait une assemblée constituante, un processus constituant, une convention démocratique, peu importe le terme, mais c'est-à-dire l'irruption sur le devant de la scène politique, là où les politiciens ne voudraient jamais qu'on aille, de centaines de milliers de personnes, peut-être même de millions, c'est-à-dire quitte à repasser devant le suffrage universel, autant convoquer une assemblée démocratiquement élue, qui s'autoproclame le droit de redéfinir toutes les règles. Donc, en effet, des règles institutionnelles, pour ma part, j'espère avec des institutions qui est le plus petit i possible, comme je vous le disais, parce que je pars de l'idée, par exemple, qu'il y a probablement 80-90% des choses qu'on pourrait décider localement, là où on vit, là où on travaille, et tout ce qu'on ne peut pas ou on ne doit pas décider localement, il faut que les mandataires qu'on envoie dans d'autres assemblées puissent être contrôlés pour qu'on ne puisse pas faire carrière en politique, par exemple. Alors on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout ça, mais en tous les cas, à gauche, ce serait bien qu'on puisse aller au-delà simplement de la critique de la Ve République, qui, comme vous le rappelez, était aussi une partie de l'histoire politique de la gauche. En mais je finir constate avec une chose, le présidentialisme. la crise de régime, je pense qu'une partie... Oui, et vous exactement. Vous pensez qu'une partie, Voilà, et ça serait bien qu'à gauche, on l'entende aussi. Les sondages, on entend effectivement une envie de démission d'Emmanuel Macron qui se retraduit d'ailleurs chez les Français qu'on voit. Vous aviez une question pour Olivier Besancenot. Une question pour Olivier Besancenot. Vous incarnez depuis longtemps un courant qui est minoritaire au sein de la gauche. Vous êtes un peu des mouches de coche de la gauche, puisque vous incarnez, vous, une gauche extra-parlementaire, mais qui est toujours restée confinée dans les marges. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ça bouge pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que le 10 octobre, c'est un vrai moment, le 10 septembre? Ou est-ce que ça reste encore et toujours une ritournelle? On essaie de faire bouger la gauche, mais elle reste immobile. Comment envisagez-vous notamment votre action le 18? Je vais vous répondre, comme le disait Jean-Luc Godard, la marge, comme vous le dites si gentiment à notre propos, c'est ce qui rattache les pages au restant du livre. Voilà. Donc il ne faut jamais trop prendre de haut cette politique, je parle au-delà de nos rangs, cette histoire politique bien française, en effet, qui existe au-delà même des institutions. Par ailleurs, il nous arrive de se présenter aux élections, de jouer la carte aussi sur ce terrain-là. Et contrairement à peut-être ce qu'on a laissé transparaître de manière bien malencontreuse, et dans ces cas-là, je veux tout de suite corriger le tir, en fait, on n'est pas des losers. Donc, tout ce pourquoi on milite au quotidien, toutes les idées qu'on essaye de mettre en avant, toutes les solutions politiques qu'on met en avant, c'est pas pour qu'elles soient minoritaires, c'est pour qu'elles deviennent majoritaires et qu'à terme, elles soient mises en application. Voilà, alors on est humble, c'est-à-dire à la hauteur de ce qu'on est, mais on pense aussi qu'il y a une partie de nos réflexions politiques qui ont été reprises par une partie de la gauche, et on essaye, contrairement à là aussi ce que peut-être le message n'est pas passé, mais à défendre une politique à la fois unitaire et radicale en même temps. Et vous le savez mieux que moi, à gauche, c'est compliqué d'être les deux à la fois. Mais on ne peut pas être l'un sans l'autre. C'est une ligne de crête. Une ligne de crête par nature, c'est casse-gueule. On peut tomber à gauche ou à droite. On peut devenir soit opportuniste, soit sectaire. Mais on ne voit pas d'autre possibilité que de s'essayer à être à la fois unitaire et radicaux. On avait réussi à le faire avec le nouveau Front populaire à l'époque.